J'ai dû faire un pacte pour rester avec la fille loupe extraterrestre avant qu'elle ne quitte les ruines. À votre avis, qu'est-ce qui l'a rendue si déterminée à rester seule dans les ruines? Diriez-vous le secret, la loyauté ou la peur? Veuillez laisser un commentaire dans l'espace prévu à cet effet. Les jambes d'atterrissage du vagabond gémissaient en s'enfonçant dans la terre ocre de Rélite, une planète qui avait depuis longtemps cessé de tenter de maintenir son intégrité. Barney observait la dispersion des débris depuis le siège du pilote. Une fine couche de poussière cramoisie recouvrait la vitre projetant une ombre sur le paysage de montagnes acérées et brisées et de ravins profonds et ombrageux, façonnés par des milliers d'années d'activité sismique. La raison pour laquelle il était ici était que ce monde était sans vie ou en train de mourir. Les richesses oubliées étaient courantes sur les mondes morts et Barney passait une grande partie de son temps à les chercher. Une signature énergétique subtile mais constante a été détectée par les scanners à longue portée de son vaisseau alors qu'il s'éloignait d'une zone d'intense activité tectonique. Dans un cimetière paisible, il y a un murmure d'autorité. C'était comme le chant d'une sirène auquel Barney ne pouvait résister. Être un charognard semblait plus romantique que de vraiment fouiller dans les décombres des civilisations anciennes, mais ce n'était pas le cas pour lui. C'était un moyen de subsistance cependant, et cela le tenait à l'écart des institutions trop réglementées qui auraient été peu accueillantes pour un type avec son passé. Portant sa veste cargo usée, son tissu incrusté de la poussière, de douzaines d'autres mondes depuis longtemps éteints, il vérifia la charge de son multi-outil, trouvant du réconfort dans son poids familier, malgré le vaste néant qui s'étendait au-delà de la coque du vaisseau. En raison du broyage continu des propres eaux de la planète, l'air sur Rélite avait un léger goût métallique et de poussière, mais il était encore respirable. En sortant sur le terrain dangereux, il a provoqué de petits glissements de terrain qui sont tombés dans les fissures qui parcouraient le terrain. Il était guidé vers un immense escarpement qui ressemblait à une vague gelée de roches solides sur le point de se briser par la signature énergétique qui était un subtil bourdonnement sur son équipement de navigation monté au poignet. Il a passé des heures à monter prudemment et à naviguer à travers des passages périlleux remplis de débris avant d'atteindre enfin la source. Et c'était encore plus spectaculaire qu'il ne l'avait imaginé. Un immense temple avait été partiellement submergé dans la paroi rocheuse par un glissement de terrain dévastateur il y a longtemps. À son entrée se dressait une immense arche de pierre noire, ses motifs géométriques magnifiquement sculptés, se tordant et se déplaçant dans la pâle lumière orange du soleil lointain de Rélite. Un peuple ancien qui vénérait la géométrie a construit l'édifice. Il avait subi beaucoup de coups, mais il dégageait néanmoins une aura de force sérieuse et profonde. Les lectures d'énergie s'intensifiaient à mesure qu'il s'approchait. Elles étaient régulières et constantes, comme un battement de cœur endormi profondément sous la croûte terrestre plutôt qu'une machine. L'énormité de l'entrée le faisait se sentir comme un insecte, et il se figea au seuil, éprouvant une combinaison familière de cupidité et d'émerveillement. Peu importe ce qui se trouvait à l'intérieur, c'était ancien, puissant et complètement oublié, la trifecta parfaite. Sortant de la lumière déclinante du monde pour entrer dans l'obscurité totale du tombeau, il alluma l'ampoule qui reposait sur l'épaule de sa veste. Il y avait une odeur particulière presque florale qui semblait déplacée dans l'air froid et immobile, lourd de l'odeur de pierre mouillée. Un cône blanc émergea de l'obscurité alors que la lumière de sa lampe illuminait une immense salle. Les murs étaient lisses et sombres, avec un éclat semblable à un miroir et des veines incrustées d'un métal brillant qui absorbait la lumière comme une éponge. À certains endroits, le sol s'était effondré et soulevé, transformant la mosaïque impeccable de carreaux hexagonaux en un terrain dangereux en soi. Malgré cela, les carreaux s'emboîtaient parfaitement dans l'ensemble. Des débris jonchaient le sol. Le tremblement de terre qui avait enseveli cette zone était attesté par les énormes blocs de pierre
et les piliers brisés qui gisaient là où ils étaient tombés. L'unité de navigation à son poignet le guidait plus profondément dans le cœur du temple, alors qu'il avançait prudemment ses pas résonnant dans l'énorme caverne silencieuse. Le long de longs couloirs silencieux et de petites antichambres, sa lumière dansait sur des sculptures d'une espèce grande et gracieuse qu'il ne connaissait pas des créatures qui se déplaçaient avec une grâce tranquille. Comme s'ils étaient à la fois des conduits et des protecteurs de l'énergie de la planète, ils étaient fréquemment représentés avec les mains posées soit sur la terre, soit levées vers le ciel. Ce n'était évidemment pas un simple temple. Les bâtisseurs avaient voulu canaliser l'énergie qu'il contenait, pas simplement l'adorer parce que c'était un nexus et un lieu très important pour eux. Le rythme régulier devenait plus audible, résonnant à travers ses instruments et même sa propre poitrine. Un grondement puissant et profond qui vous attirait et vous y maintenait. Enfin, il atteignit une paire d'énormes portes avec des incrustations en argent. L'une des portes était partiellement enfouie sous des débris après avoir été arrachée de ses charnières. Il réussit à se faufiler à travers l'ouverture et arriva dans la chambre centrale, l'origine de l'énergie. La vue de celui-ci le laissa sans voix. Il ne pouvait même pas distinguer le sommet de l'énorme dôme qui constituait la chambre. Une colonne parfaite de lumière orange poussiéreuse perçait l'obscurité et illuminait la pièce comme un projecteur sacré émanant d'une énorme fissure dans le plafond, une blessure causée par le grand tremblement de terre. Elle était assise dans ce rayon de lumière. Elle lui apparut d'abord comme une statue de pierre ombragée laissée derrière par les bâtisseurs du temple. Mais ensuite, elle a légèrement bougé les épaules et il a su qu'elle était encore en vie. Sa silhouette humanoïde lupine se contorsionnait d'une manière qui trahissait son angoisse profonde. Sa fourrure emmêlée, qui semblait être de la cendre cérémonielle blanche, lui donnait une apparence presque de pierre, malgré sa couleur gris anthracite profond. Sur le sol devant elle, méticuleusement disposé, se trouvait un ensemble de pierres, gravées sur lesquelles reposaient ses puissantes mains griffues. Ses respirations semblaient synchronisées avec l'énergie qui s'accumulait sous le sol, et il pouvait voir son dos se courber et s'abaisser à chaque respiration. Il semblait qu'il n'avait pas seulement découvert les richesses du temple, mais aussi son unique gardien survivant. Ses yeux jaunes éblouissants croisèrent les siens, et sa tête se releva en un instant alors qu'il faisait un pas doux en avant. En plus d'une férocité sauvage qui annonçait l'agression, leurs yeux portaient une douleur ancienne et profonde. Elle fit une déclaration plutôt qu'un avertissement avec un grognement bas qui résonnait depuis sa poitrine. Il y avait un signe qui disait qu'il n'était pas le bienvenu ici, parce que c'était son lieu de sépulture. Son groupe, toute sa vie et tout ce qu'elle avait jamais connu avaient disparu. Pas une maison, mais une tombe. Elle avait revendiqué ce sanctuaire, et elle se battrait pour le droit de mourir ici sans interférence. Pendant ce qui semblait être une éternité, Barney resta immobile, la poitrine oppressée par le souffle, tandis que la lumière blanche intense et l'ombre profonde projetée par sa lanterne illuminaient la scène. Bien que le grognement de la femme loup ne s'intensifiât pas, il ne s'estompait pas non plus. Une vibration de faible intensité persistait dans l'air définissant la zone autour d'elle comme interdite. Ses yeux dorés reflétaient sa propre lampe et sa propre fournaise intérieure de colère et de tristesse, et il pouvait y voir une lueur de feu. La posture de l'animal lui rappelait celle d'un être qui avait déjà accepté sa mort certaine. Il était acculé et se battrait jusqu'à la mort plutôt que de fuir. Levant les mains lentement et méthodiquement, il les garda ouvertes et éloignées de son corps pour démontrer qu'il était désarmé et n'avait aucune intention de violence. Sur les planètes précédentes, il avait affronté des prédateurs surpris, mais celui-ci était unique. Il y avait une intelligence évidente dans ses yeux, mais il y avait aussi une douleur glaçante et insupportable qui émanait d'elle. Ni dompter ni éviter cette bête n'étaient des options viables. Cela trahissait un endeuillé dont la douleur servait à la fois de bouclier et d'épée. Il commença à reculer, se déplaçant à un rythme tranquille, tout en maintenant un contact visuel constant.
Il y avait un niveau de silence étrange dans la pièce brisée seulement par le bruit de ses bottes traînant à travers les débris. À chaque étape, un compromis, une reconnaissance de son affirmation. Son regard intense le suivait hors de la chambre principale, alors qu'il se baissait sous l'énorme porte brisée et se faufilait à nouveau à travers l'ouverture. Un geste involontaire de respect, il ne détourna pas le regard d'elle jusqu'à ce qu'il soit loin. Il resta ferme dans le temple, l'idée de retourner chez le nomade et de partir l'abandonnant à sa solitude solitaire. Je me sentais trahi en montant la garde dans cet endroit glacial et sinistre. Il vivait des os des morts comme un charognard. Il était humain néanmoins. Après avoir passé tant d'années à tourner autour des étoiles, il avait vu assez de solitude pour savoir qu'elle l'incarnait dans sa forme la plus brute et la plus puissante. Il ne pouvait pas supporter d'être séparé d'elle à ce moment-là. Elle était un reflet de lui-même qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, il se retira uniquement vers la vaste entrée arquée du temple, où l'obscurité profonde à l'intérieur contrastait avec la faible lumière orange du jour rithien. Cette région liminale était l'endroit où il installa son campement. Tout ce dont il avait besoin était dans son sac un rouleau de couchage, un petit gadget en forme de disque qui, une fois allumé, scintillait comme un feu synthétique, créant une atmosphère chaleureuse sans fumée ni odeur et une lumière dorée brillante pour le réchauffer. Avec sa lumière pressant contre les carreaux brisés, il le posa sur le sol. Lutte contre l'obscurité avancée, transformant l'entrée du tombeau en une petite île de chaleur et de vie. Le mécanisme auto-chauffant sifflait comme un soupir, alors qu'il retirait quelques rations de leurs emballages. Il ne doutait pas qu'elle restait dans l'ombre observant attentivement et prenant des notes. Comme un changement de temps, il pouvait sentir sa présence. Sa voix lui semblait rauque et inhabituelle, lorsqu'il commença à parler tout en mangeant son dîner ennuyeux mais nutritif. Au début, il évitait le contact visuel, et parlait plutôt dans le vide, brisant le silence gênant. Dans le noir absolu, il décrivait le système stellaire d'où il venait, un endroit où les signaux et les vaisseaux spatiaux étaient si denses qu'on pouvait à peine entendre ses propres pensées. Les marchés de Port Nowhere, une station spatiale qu'il a décrite, étaient animés et chaotiques, avec une douzaine d'espèces différentes, négociant les prix d'articles provenant d'une centaine de mondes différents, tandis que l'air était lourd de l'arôme d'épices extraterrestres et d'ozone. Il a raconté son vol, à travers une grande nébuleuse, à la fois silencieuse et magnifique, avec d'énormes nuages de gaz lumineux, donnant naissance à de nouvelles étoiles, dont la luminosité se détachait de l'obscurité infinie avec un bleu éblouissant et rebelle. Il décrivait la joie profonde et simple de contempler une pluie de météores depuis la salle de contrôle de son vaisseau. Ces éclairs de lumière comme un feu d'artifice céleste étaient tous pour lui. Il n'était pas préparé à une réponse et il n'en reçut aucune. Ses mots flottaient sans but dans l'obscurité du temple, finissant par être engloutis par celle-ci. Après avoir terminé son repas, il essuya sa planche à découper, baissa le feu synthétique à une ambiance douce et somnolente et se glissa dans son sac de couchage, remontant sa veste de cargo usée jusqu'à son menton. Il resta là pendant un bon moment, fixant l'obscurité suffocante qui commençait à une courte distance de son camp, et il ne pouvait s'empêcher de penser aux gardes en deuil qui montaient la garde à l'intérieur. Au plus profond de ses pensées, il se jura à lui-même à voix basse. La laisser ici, il ne le ferait pas. Peu importe à quel point il se sentait impuissant, il ne la laisserait jamais se flétrir dans la nuit. Un schéma particulier et serein s'installa dans les jours suivants. Barney se levait, prenait son petit déjeuner et s'occupait de son petit camp chaque matin. Ensuite, armé de son outil multifonction, il bravait le terrain dévasté entourant le temple. Il y avait du travail pour lui. Il restait un charognard. Il passait des heures à examiner minutieusement les ruines extérieures exposées qui étaient des parties du complexe du temple complètement détruites par le tremblement de terre. De petits artefacts que des équipes plus grandes et moins attentives auraient manqués ont été découverts par lui.
Il a découvert un ensemble d'instruments fragiles, incrustés d'argent, dont il n'a pas compris la fonction. Un fragment de mosaïque qui semblait avoir autrefois recouvert une constellation qu'il ne connaissait pas, et une petite boîte à musique immaculée qui, après sa manipulation réussie, jouait une succession de carillons doux et mélancoliques qui restaient suspendus dans l'air pendant une période anormalement longue. Ses mains étaient rugueuses et calleuses à force de grimper sur des débris, mais il travaillait silencieusement et efficacement comme un maître artisan. Pourtant, l'image de la silencieuse adoratrice du temple ne quittait jamais son esprit. Suivant la ligne invisible qu'elle avait peinte, il ne retourna jamais à la structure principale. Il retournait à son camp d'entrée chaque soir, rangeant méticuleusement sa petite collection de choses sauvées. Il allumait son feu synthétique, préparait son dîner, puis, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il reprenait leur conversation. Il lui raconta ce qu'il avait découvert ce jour-là, y compris les gravures élaborées sur la boîte à musique et sa curiosité quant à la musique qu'elle pourrait jouer. Il se remémorait son passé tissant des récits d'évasion de champs d'astéroïdes et de paris mal avisés dans des cantinas enfumées d'amitiés nouées et brisées et de l'isolement angoissant des vastes espaces interplanétaires. Sans entrer dans les détails, il parlait de ses pertes personnelles de manière abstraite, transmettant l'angoisse subtile d'un homme qui avait rompu tous les liens à la poursuite de la liberté pour se rendre compte que la liberté signifiait être seul. Il était toujours respectueux et ne criait jamais pour attirer l'attention. Dans le cadre de sa routine nocturne de connexion avec un fantôme, il parlait simplement libérant des parties de lui-même dans l'obscurité silencieuse et observatrice. Il devait supposer qu'elle écoutait même s'il ne pouvait pas en être sûr. Rélite lui rappela le 5e jour de sa veille, les raisons pour lesquelles la planète était morte. Plutôt qu'un grondement progressif sous la surface, le tremblement a frappé d'un coup comme un marteau géant s'abattant sur la terre. Dans une scène, Barney était assis près de son feu synthétique et racontait une histoire d'une gaffe liée à un jeu de palais en apesanteur. Il fut ensuite violemment projeté sur le sol de pierre. Ses poumons étaient martelés à sec. Tout autour de lui, le temple éclatait en une cacophonie de bruits terribles, y compris le grincement incessant des roches et le craquement perçant et percussif de la pierre séculaire s'effondrant sous une pression insondable. Des gravillons et de la poussière descendèrent de l'arche massive, tandis que la terre se tordait sous ses pieds, comme si elle tentait de le jeter de son dos. Il devait s'éloigner des tonnes de roches qui allaient tomber, parce que son premier instinct était de rester en vie. Alors, il s'est précipité vers l'air libre. Cependant, la terreur de base fut brusquement remplacée par une idée nouvelle et plus pressante. C'est elle. Il avait l'instinct qu'elle était en danger, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Les oreilles bourdonnantes à cause du volume insupportable, il se força à se lever et retourna dans les ombres du temple. Un chemin frénétique et rebondissant était tracé à travers le tumulte par sa lampe d'épaule. Dans sa hâte, il trébucha sur des débris récemment tombés et lutta pour maintenir son équilibre sur le sol qui s'enfonçait. Au lieu du pouls régulier et énergique auquel il s'était habitué émanant du cœur du temple, il sentit un battement fou et arythmique qui lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale jusqu'aux bottes. Revenant à la chambre centrale en un éclair, il fut témoin d'une scène terrifiante. La poussière et les roches en ruine avaient englouti la seule colonne de lumière qui émergeait de la fissure du dôme, et un énorme morceau angulaire du plafond, une pierre de la taille du cockpit de son vaisseau, s'était détaché. Pendant une seconde étrange et interminable, il pendait précairement entre les forces de la gravité et de l'inertie, juste au-dessus de l'endroit où Katie s'était immobilisée. Ses grands yeux jaunes croisèrent les siens, et il ne put lire dans son expression que le choc absolu et une acceptation fataliste. Sa tombe auto-sélectionnée était prête à l'engloutir tout entière. Dans ses oreilles, le grondement du tremblement de terre s'était transformé en un bourdonnement sourd et le temps semblait s'étirer et se distordre. Il a agi sans réfléchir. Son propre cri désespéré et guttural le propulsa sur les derniers mètres de sol jonchés de débris.
Tous les deux furent projetés à travers les carreaux irréguliers, alors qu'ils se jetaient sur elle à toute vitesse, un geste cruel et antisportif. Pris dans un enchevêtrement de fourrure et de membres, ils s'écrasèrent au sol, juste au moment où l'univers derrière eux éclatait en fragments. Avec une force dévastatrice qui ébranla les fondations mêmes du temple, la grande dalle de pierre s'abattit juste là où elle se tenait. Il y eut un fracas retentissant lorsque les carreaux de sol se fissurèrent sous le poids de l'impact, puis un coup physique les balaya. Un nuage dense de poussière s'éleva du point d'impact, enveloppant toute la chambre dans une brume grise oppressante. Sa jambe gauche avait explosé dans une agonie brûlante et pendant une fraction de seconde, rien d'autre n'avait d'importance, sauf le bourdonnement dans ses oreilles. Une vague de nausée et d'agonie le fit retomber alors qu'il tentait de se relever pour gagner de la distance. En regardant en bas, il remarqua que le monolithe récemment tombé avait coincé sa jambe sous son bord. Au lieu de la sauver, la pierre l'avait réclamée. L'agonie était vivante, un brasier ardent qui, pensait-il, pourrait le plonger dans l'inconscience. Il pouvait distinguer son mouvement à travers la douleur et la poussière. Bien qu'elle semblât indemne après le tacle, Katie se força à se relever et se tourna pour évaluer les dégâts. Elle vit le cratère où elle se tenait la pierre écrasée, puis elle le vit pris au piège et jaillissant sous l'outil qui l'avait sauvé. Le sentiment vaste, compliqué et incompréhensible était désormais visible dans ses yeux jaunes jusqu'alors distants, hostiles et tristes. Disparu était le grognement sourd qui l'avait accompagné tout le temps. Son attention passa de la pierre qui lui serrait la cuisse à son visage pâle et couvert de sueur, et elle resta immobile un instant. Il semblait que ses actes de brutalité altruiste et suicidaire aient contourné sa psyché endeuillée. Il avait brisé sa solitude alors qu'elle attendait la fin et elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée. Pourtant, il venait de risquer sa vie pour la sauver. Sans hésitation, il avait donné sa vie pour la sienne, un sacrifice profond qui semblait contredire toute la logique de son existence misérable. Elle s'approcha de lui lentement et prudemment, ses actions n'étant plus prédatrices, mais empreintes d'autre chose, d'incertitude. La tête inclinée, elle examina sa jambe piégée en s'agenouillant à ses côtés, sa fourrure grise touchant la sienne à quelques centimètres de distance. Il se prépara pour le dernier coup mettant un terme à son action imprudente et impétueuse, alors qu'il détectait l'arôme de terre humide dans le parfum floral particulier qu'elle portait. Malheureusement, ce jour n'est jamais arrivé. Au contraire, elle appuya ses mains griffues et puissantes contre le bord de l'énorme dalle de pierre. Les muscles tendus derrière une fourrure emmêlée, elle commença à pousser avec un grognement guttural et profond qui semblait arraché de son être même. Une poussée d'adrénaline ou une autre force la propulsait à accomplir l'impossible, en apparence un exploit qui autrement aurait été hors de sa portée. Un changement s'est produit dans la position de la roche. Même un petit mouvement, 1 pouce au début, puis 2, était perceptible. Barney a finalement libéré sa jambe du poids écrasant avec une dernière traction douloureuse. Alors que sa vue se brouillait et qu'il devenait désorienté, il tomba à la renverse sur le sol haletant pour reprendre son souffle. Il respirait encore malgré l'agonie atroce qui le consumait. Katie refusait de reculer. Son regard perçant balaya le membre blessé alors qu'elle se rapprochait lentement. Sa jambe était en lambeaux. L'os était manifestement fracturé et le pantalon cargo épais était déchiré et couvert de sang. Son utilisation d'une griffe pour délicatement couper le tissu endommagé, révélant la blessure, était étonnamment tendre. Ensuite, elle pivota et disparut dans l'obscurité à la périphérie de la pièce, l'abandonnant à son sort sur la surface de pierre glacée. Elle réapparut quelques minutes après qu'il ait brièvement cru qu'elle l'avait abandonné, que son expression fugace de soin avait été une exception. Dans un bol en pierre percé d'un trou, elle portait une grande ardoise plate, sur laquelle elle avait disposé un assemblage de feuilles humides de mousse et ce qui semblait être une pâte épaisse et sombre. Une fois de plus, elle s'assit à ses côtés et commença aussitôt à soigner sa blessure.
Ses actions étaient délibérées et assurées, et elle appliquait la compresse étrange et froide sur la coupure, avec une concentration clinique mais incroyablement douce. Le monde revint brusquement à la netteté, obscurci par un épais brouillard gris d'agonie. Reposant sur son propre matelas, Barney découvrit qu'il avait été emmené de l'entrée du temple à la sécurité relative d'une alcôve de la chambre centrale. 2 morceaux de bois noir et lisse immobilisaient sa jambe et des bandes de tissu prélevées sur sa chemise de rechange le maintenaient fermement. Après qu'elle ait appliqué la pâte sombre et rafraîchissante, le pire de la brûlure s'est apaisé et l'angoisse dévorante s'est transformée en une douleur profonde et lancinante qui battait en synchronisation avec son propre rythme cardiaque. Il était impuissant, confus et vulnérable à chacun de ses mouvements. Leur relation avait changé et avait été changée à jamais. Il avait abandonné ses rôles de spectateur impartial et de protecteur autoproclamé. Il était devenu l'invalide, le patient prisonnier, à la fois de sa propre bravoure impétueuse et de l'instabilité structurelle de la planète. De même, Katie était passée du statut de spectatrice dénuée d'émotion à celui de soignante silencieuse, mais engagée. Sa posture courbée semblait maintenant moins due au chagrin et plus à une concentration silencieuse et intense alors qu'elle se déplaçait dans la chambre et il l'observait avec des yeux lourds. Le monde qu'elle n'avait jamais vu que de l'extérieur s'était transformé en le sien avec les murs sphériques de l'immense dôme définissant son périmètre et la seule colonne de lumière poussiéreuse agissant comme son gardien du temps. Une brume d'agonie des nuits agitées et ses caresses subtiles, presque imperceptibles, caractérisaient ses premiers jours. Elle apparaissait à ses côtés avec une tasse faite d'une gourde creusée. L'eau qu'elle contenait était froide et avait un léger goût minéral et de pierre. La nourriture lui était laissée par elle. Des champignons blancs curieux à la texture étonnamment charnue et aux racines fibreuses acides ont été découverts dans les crevasses humides et ombragées du temple. Elle a silencieusement reconnu ses affaires en récupérant son sac et en le plaçant doucement près de son sac de couchage, ce qu'il a remarqué. Près de son alcôve reposait maintenant la flamme synthétique qu'il avait utilisée à l'entrée. Sa douce lueur dorée, un microcosme de chaleur artificielle dans l'énorme pièce glaciale. Après que le jour de Relian soit passé et que la lumière du plafond ait disparu, elle l'allumait pour lui afin que le dôme soit complètement sombre. Elle resta silencieuse tout le temps et il était trop épuisé pour rassembler la force d'initier une quelconque conversation. Passant silencieusement d'une hypothèse à l'autre, il communiquait. Elle se précipitait à son chevet, au moindre de ses gémissements, ses yeux jaunes cherchant la cause de sa douleur. Pour lui faire savoir qu'il allait bien sans elle, il lui suffisait de secouer la tête. Un lien formé par la souffrance commune et la nécessité absolue, c'était une sorte de proximité étrange et primitive, dépourvue de mots et de prétentions. Pour son existence même, il devait dépendre d'elle. Et elle avait joyeusement pris ce fardeau sur elle pour des raisons qu'il ne comprenait toujours pas. Après que le premier brouillard d'angoisse se soit dissipé et que ses forces soient progressivement revenues, Barney a commencé à l'observer de plus près. Il l'observait alors qu'elle suivait sa propre routine. Chaque matin, elle se dirigeait vers l'assemblage de pierres sculptées situées au point focal de la pièce. Ces pierres reposent désormais brisées et dispersées à cause de la lourde dalle qui s'est effondrée sur elle. Ses mains puissantes se mouvaient avec une douceur infinie tandis qu'elle nettoyait chaque pierre avec un chiffon humide. Comme essayer de reconstituer un puzzle après qu'il ait été brisé, elle les réarrangeait selon un motif différent. Sa première impression avait été la bonne, il le savait maintenant. C'étaient les derniers lieux de repos de sa meute marqués par des pierres tombales. Elle ne se laissait pas passivement envahir par le chagrin. Au contraire, elle s'efforçait activement de se souvenir régulièrement. Même s'il ne pouvait pas l'entendre, il apercevait parfois ses lèvres bouger alors qu'elle prononçait des noms à la pierre en traçant les gravures élaborées sur leur surface avec la tête baissée. Elle n'était pas une sauvage ou un monstre pour lui. Plutôt, elle était un être humain,
accomplissant un acte aussi universel et profond que l'amour. Garder la mémoire des disparus vivante. Être seul était sa responsabilité, pas son choix. En dernier hommage à ces êtres chers disparus, elle reste ici dans ce mausolée délabré. Il écarta délicatement un morceau de champignon pâle qu'elle lui avait apporté un soir et attrapa son propre sac à dos. Dans la douce lumière du feu synthétique, la feuille d'argent sur l'un de ses paquets de rations semblait voyante et surnaturelle alors qu'il luttait avec les scellés. Alors qu'il allumait le chauffage, un son qu'ils connaissaient tous les deux brisa le silence. Il le lui présenta une fois qu'il eut chauffé. Un grondement profond et curieux résonna de sa poitrine alors qu'elle inclinait la tête et regardait le paquet. Elle n'a même pas essayé de l'attraper. L'odeur de viande transformée et d'épices artificielles en contraste frappant avec les arômes terreux émanant du temple s'échappait alors qu'il le déchirait. Une fois de plus, il le lui tendit comme un cadeau, un signe de son désir de voir son geste en retour. Il lui volait ses soins, son eau et sa nourriture. C'était seulement juste qu'il partage ses maigres possessions. Elle resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, ses yeux dorés, fixés sur la mystérieuse pâte qui mijotait dans le récipient en aluminium. Elle tendit prudemment la main et le récupéra doucement de lui, en faisant attention de ne pas accrocher ses griffes à ses doigts. Avant de prendre une petite bouchée nerveuse, elle le renifla avec prudence, son nez frémissant. Elle garda son émotion non exprimée, bien qu'il soit impossible de la déchiffrer. Elle prit son temps pour le manger, le fixant intensément tout le long. Un traité fut signé autour d'un dîner partagé. C'était une transaction. Ils ont commencé à manger ensemble au repas réunissant leurs deux mondes totalement différents, dans la communion paisible d'un repas partagé, sa nourriture industrielle stérilisée et sa récolte sauvage particulière. Ils s'étaient habitués à la compagnie de l'autre et l'espace entre eux s'était transformé de solitaire en douillet. La curiosité cependant était une chose agitée pour Barney. Il était curieux de connaître cette femme et la famille qu'elle avait pleuré si longtemps, et il voulait en savoir plus sur eux. Alors qu'elle s'occupait des pierres un après-midi, il rassembla son courage pour l'approcher. Le plus petit marqueur qu'elle semblait toucher avec une tristesse distincte chaque fois qu'il le pointait du doigt était l'une des marques. Il jeta un coup d'œil dans ses yeux avant de taper sur sa propre poitrine. « Barney », murmura-t-il sa voix rauque à cause du manque d'utilisation. Après cela, il haussa un sourcil dans une enquête directe et pointa de nouveau vers la pierre. Très probablement, il se préparait à un grognement ou à ce qu'elle ignore son effort maladroit de conversation. Sa paume suspendue au-dessus du caillou, elle s'arrêta net. Ses yeux jaunes semblaient le transpercer alors qu'elle déplaçait son regard du marqueur à son visage, essayant de déchiffrer ses intentions. Il y eut une longue période de silence épais et lourd, brisé seulement par le faible filet d'eau quelque part dans l'obscurité. Quand elle parla, il était sur le point d'abandonner et d'accepter la limite. Le son de sa voix était comme du cuir ancien grave et guttural, comme si les mots étaient des trésors déterrés d'une tombe perdue depuis longtemps. Il avait une solide compréhension de la signification d'un seul mot, un nom qui lui était étranger et difficile à prononcer, mais qui contenait à la fois des consonnes dures et des voyelles douces. Un nom c'était. C'était sa première déclaration au monde vivant depuis son arrivée la première brèche dans son armure de chagrin. Avec un sentiment accablant d'émerveillement et de gratitude, il hocha lentement la tête. Alors qu'il tentait de répéter le nom, sa langue trébuchant sur les sons étranges, il jeta un coup d'œil à la pierre avant de revenir à elle. Juste une brève lueur de surprise, peut-être même un sourire traversa son visage avant de disparaître. Une autre pierre plus grosse, indiqua-t-elle. Kalin, la voix légèrement plus forte qu'avant, murmura-t-elle. Un nouveau rituel avait commencé, Ria, un rituel qui incluait autant le partage que le deuil. Au lieu des rayons du soleil, la guérison progressive des os et des tissus marquait le passage du temps dans l'intérieur serein du temple.
Les cataplasmes à base de plantes de Katie étaient étrangement et étonnamment efficaces pour réparer la jambe de Barney et la vitesse à laquelle elle guérissait démentait sa connaissance de la médecine de terrain. Son inconfort autrefois lancinant s'était atténué en une douleur sourde gérable et il pouvait maintenant boiter maladroitement autour de leur petite alcôve avec son rouleau de couchage, sa réalité s'étendant pour inclure les quelques pieds carrés de carreaux cassés entourant le feu synthétique. Il y avait une régularité dans les jours qui ressemblait presque à être à la maison. Ils mangeaient ensemble. Alors qu'il murmurait les noms des membres de la meute représentés par des pierres, il désignait l'une et elle pointait l'autre, tandis qu'il s'occupait silencieusement du feu. Elle lui a parlé de sa sœur Lyra, une chasseuse forte, de l'aîné Ulrich, maître de la sagesse du clan, et du petit Finn qui venait de recevoir sa première sculpture cérémonielle avant que le grand tremblement de terre ne les enterre tous. Alors qu'il regardait les noms tomber en cascade dans l'abîme de son chagrin, il se sentait honoré d'avoir été une simple pierre dans sa chaussure. Le poids étouffant de son chagrin était encore l'ambiance prédominante de la pièce, mais il n'était plus accablant. Au milieu de son vide, un écosystème délicat d'existence partagée avait commencé à prendre racine grâce à sa présence, sa blessure et sa subtile persistance à se connecter. Cependant, un malaise accompagnait le processus de guérison. Barney n'était pas le genre d'homme à s'asseoir tranquillement et à réfléchir. D'une trouvaille de sauvetage à l'autre, sa vie avait été un mouvement continu de résolution de problèmes et de bricolage. Assis sur son dos à contempler le dôme brisé lointain, commençait à peser mentalement sur lui. Afin d'empêcher ses mains et son esprit de vagabonder vers des activités plus introspectives et solitaires, il avait besoin d'un projet ou d'un problème à résoudre. En explorant ses affaires, ses doigts caressèrent la surface métallique glacée d'une petite sphère bosselée qu'il avait pillée sur un cargo désert quelques mois auparavant, un souvenir qu'il avait depuis longtemps oublié. C'était un projecteur holographique de marque inconnue. Il était incapable de déchiffrer les magnifiques glyphes fluides qui couvrèrent sa surface. C'était manifestement cassé. C'était une machinerie compliquée, mais il avait besoin du défi de la faire fonctionner parce que la plupart de ses possessions l'étaient. Il le sortit le poids familier dans sa main et le montra à Katie, qui se tenait à côté des pierres commémoratives comme elle l'avait toujours fait, ses yeux jaunes se rétrécissant d'un intérêt méfiant alors qu'elle l'observait. Pour illustrer l'idée d'une image tridimensionnelle, il a pointé le gadget puis a fait une forme dans l'air avec ses mains. Il a ensuite tapoté une petite puce de données qu'il portait autour du cou.